On va s'intéresser aujourd'hui à la question du bonheur. Alors, avant toute chose, un petit mot à propos des dernières vidéos, pour dire que si sur certaines, l'image coupe au bout d'un moment et du coup il n'y a plus que du son sur la photo obsédante du bouquin, c'est pas pour créer un effet d'hypnose qui va vous amener forcément à acheter le bouquin en question. C'est tout bête, c'est parce que l'appareil avec lequel j'ai filmé jusqu'à présent, et je vais en changer, mais j'attends de recevoir le nouvel appareil, comme tous les hybrides, il se trouve qu'il est bridé de manière à pas pouvoir filmer plus de 29 minutes et quelques, et que comme je contrôle pas exactement le temps, d'ailleurs quand je pars dans une vidéo, je sais pas exactement où je vais aller, et tout ça est assez à la louche, je vais pas arrêter mon raisonnement juste parce que ça fait 28 minutes 30. Voilà, il y en a un certain nombre qui ont débordé. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez ensuite, on passe de la chaîne YouTube, chaîne équivalent télé, à une chaîne équivalent radio. Bon, voilà. Mais ça va bientôt changer. Alors, revenons à la question du bonheur, justement, parce que si on passe trop de temps là-dessus, on va se retrouver avec le même phénomène. La question du bonheur et son articulation avec la douance. Mais pour pouvoir l'articuler à la douance, il faut quand même d'abord questionner le bonheur comme notion et interroger la problématique très contemporaine et très particulière qui se noue autour de cette question. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le bonheur, c'est pas du tout une préoccupation constante dans toutes les sociétés humaines. On pourrait même dire au contraire que le bonheur de l'individu a été une considération marginale dans presque toute l'histoire de l'humanité. C'est pas pour rien qu'au moment de la Révolution française, un des leaders de la Révolution, Saint-Just, sauf erreur, pouvait s'exclamer à la tribune de l'Assemblée « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie que dans la plupart à notre connaissance, toutes les sociétés traditionnelles, l'individu naît en dette symbolique vis-à-vis du groupe, du clan, de la famille. En dette symbolique, c'est-à-dire que la raison de sa venue au monde est déjà inscrite dans un récit collectif, dans une loi qui prescrit du coup à cet individu ce qu'il va devoir faire pendant sa vie pour pouvoir tenir sa place dans le groupe. Ce qui, dans les sociétés tribales d'ailleurs, se joue autour de places qui ont déjà existé, même souvent de croyances en réincarnation. Enfin, il n'est pas pensé du tout comme un individu libre, mais comme celui qui va incarner une fonction, être une nouvelle incarnation d'une fonction qui lui préexiste. Et il ne s'agit pas que des sociétés tribales, c'est juste que tout ça dure au fond jusqu'à aujourd'hui, et ça a été dominant pendant très longtemps. Il y a un premier éclatement au moment de l'apparition de la cité grecque, et c'est pas pour rien que les philosophes grecs se sont posés la question de la finalité de l'existence humaine et la question du bonheur. C'est pas pour rien qu'à Rome aussi, cette question est devenue centrale dans une élite, chez les patriciens, qu'elle a été ensuite occultée pendant des siècles, pendant tout le Moyen-Âge, qu'elle a ressurgi au moment de la Renaissance, là aussi, dans une petite élite, qu'elle a fleuri un moment pendant la Révolution française, et puis arrive la bascule du XXe siècle, entre la guerre de 14, le féminisme, ce mouvement qui nous conduit jusqu'à mai 68, et en fait, en quelques générations, et c'est de ça qu'il faut prendre la mesure, une inversion radicale de ce rapport de dette symbolique entre la génération précédente et la génération suivante. Ce que j'appelle dette symbolique, il faut quand même mesurer jusqu'où ça va. Dans toutes les sociétés traditionnelles, la finalité de l'existence est donc, comme je le rappelle, déjà prescrite, et l'individu a intérêt à se soumettre à ce qui lui a été prescrit. Il ne choisira pas ni son lieu d'habitation, ni sa sexualité, ni son partenaire d'ailleurs. Enfin, le mariage se fera en général assez indépendamment de sa décision, ni le fait d'avoir ou pas des enfants, ni etc., ni son occupation. Tout ça est déjà inscrit. Bon. Ça va très très loin, hein. S'il n'obéit pas, s'il n'acquitte pas sa dette, il y a une mise à mort symbolique ou réelle par le groupe. Encore aujourd'hui, il y a des endroits en Inde ou dans l'est de la Turquie où quand une fille déshonore ses parents, c'est-à-dire qu'elle n'acquitte pas sa dette, alors comprendre déshonorer ses parents par le fait qu'elle est tombée amoureuse du mauvais mec et que elle l'a embrassé derrière un fourré. Quand c'est le cas, c'est la mère qui ordonne au frère d'aller exécuter la fille. Et ça ne veut pas dire que la mère n'est pas aimante.
C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est dans une famille là où il n'y a pas d'amour. Non. Mais au-dessus de l'amour, au-dessus de la relation entre individus, il y a cette dette à une fonction, à l'honneur, au rôle que chaque individu doit tenir, et ça c'est au-dessus de tout. Et c'est au-dessus de tout parce qu'au fond, c'est la manière dont les individus travaillent le sens de leur existence, la manière dont ils échappent à l'angoisse, c'est en pouvant avoir l'impression qu'ils sont à la place où ils devaient être depuis toujours. Et puis, en 2-3 générations, ça bascule. Ça bascule totalement. Prendre la mesure de ça, c'est apercevoir par exemple que les générations là actuelles sont quasiment les premières à notre connaissance dans l'histoire de l'humanité qui choisissent d'avoir des enfants. Qui choisissent. Aujourd'hui, dans nos pays, un homme ou une femme arrivé à l'âge adulte peut se projeter tout à fait imaginairement dans une existence où il ne fonderait pas de foyer, pas de famille, où il n'aurait pas d'enfants, et peut se dire, voilà, il y a 1000 manières de réussir ma vie sans nécessairement avoir des enfants. Personne ne lui a dit, il faudra absolument que tu aies des enfants. Ni pour être son bâton de vieillesse plus tard, il y a une retraite pour ça, ni pour pouvoir transmettre le nom, le titre, les terres ou le bien, etc. Non, tout ça c'est relativement accessoire, en tout cas c'est pas la prescription principale. Et évidemment une femme aussi peut aujourd'hui se penser pouvoir se réaliser dans sa vie de femme sans nécessairement être mère. Elle peut, ça veut pas dire qu'on traîne pas des trucs dans l'imaginaire collectif, ça veut pas dire que c'est si simple, bien entendu. Mais tout de même, il y a eu une bascule considérable qui fait que aujourd'hui, on a des générations de parents qui non seulement choisissent donc d'avoir des enfants, mais choisissent avec qui et choisissent quand. Puisque là non plus, c'est pas du tout prescrit. Une femme ne grandit pas en se disant bah voilà, je vais être mariée dès que je serai majeur à un homme que j'aurais pas choisi, et puis immédiatement je vais endosser mon rôle de mère, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir une sexualité qui va faire que je vais tomber enceinte, et je vais endosser mon rôle de mère, et ce sera ça ma fonction principale. Pas du tout. Elle a une vie amoureuse et sexuelle, et puis un jour, il y a un homme avec lequel elle se dit tiens, bah pourquoi pas avec lui. Bon. Avec tout ce que ça soulève d'ailleurs de questions sur le rapport à l'enfant, avec tout ce que ça signifie tout d'un coup de parents qui pour la première fois sont hantés par tout d'un coup une responsabilité nouvelle, un sentiment qu'ils ont choisi et que du coup ils sont comptables vis-à-vis de ce choix. Est-ce que j'ai fait un enfant au bon moment, avec la bonne personne? Est-ce que j'aurais dû en faire? Bon, voilà, ils affrontent cette question. C'est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et on pourrait dire que globalement, le rapport de la dette symbolique s'est inversé, puisque nous avons aujourd'hui des générations de parents qui ne disent pas à leur enfant, voilà, nous t'avons fait venir au monde en obéissant à la loi qui voulait que nous te fassions venir au monde pour telle et telle raison bien précise, et voilà ce que tu vas devoir faire dans ta vie. Nous sommes là pour te montrer ce que tu vas devoir faire. Nous avons des générations de parents qui disent à leur enfant, nous avons choisi de t'avoir, bah du coup maintenant, c'est nous qui te devons assistance et protection pour que tu puisses un jour choisir à ton tour de faire ce que tu voudras de ton existence. Cela dit, ça laisse quand même entière la question du rapport au sens de l'existence. La question du rapport à la conscience du temps, de la mort, tout ce qui oblige l'être humain à travailler cette question du sens. Parce que bien sûr, dans une société qui prescrit d'avance le sens de cette existence, il n'y a aucune liberté. À certains égards, c'est une aliénation considérable, et je ne suis pas du tout nostalgique de ces sociétés-là. Mais, simultanément, il y a un bénéfice secondaire considérable. C'est que si l'individu arrive suffisamment à croire à ce récit collectif qui lui impose finalement l'ensemble de son existence, suffisamment à croire pour que du coup il y adhère et qu'il mette toute son énergie à tenir exactement la place qu'il était censé tenir, le grand bénéfice secondaire, c'est que son existence est pleinement pourvue de sens. D'un sens qu'il n'a pas choisi lui, qui est le sens que toute une société a prescrit. Et donc, s'il arrive à y croire, c'est une forme de stabilité, une forme de bonheur. Certes, de bonheur dont on peut dire aujourd'hui qu'il est totalement aliéné, qu'au fond l'individu est complètement à côté de lui-même, oui, à certains égards. Mais en même temps, il y a un vrai confort psychique là-dedans. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement bâtarde. On est amigué. Puisque d'un côté, on a dans nos sociétés, et dans un certain nombre de couches de la population dans ces sociétés-là, dans ces sociétés modernes, des parents qui expliquent aux enfants que ils ont choisi de les avoir, et que finalement la réponse, au fond, la réponse à cette question que les enfants posent sur mais quel sens ça a, qu'est-ce que je vais devoir faire de ma vie, et puis je vais mourir, donc qu'est-ce que j'en fais de cette existence, qu'est-ce que je fais de ce drôle de cadeau?
La réponse que font les parents, implicitement ou explicitement, c'est quelque chose comme bah, la seule réponse par rapport à ça, c'est d'arriver à trouver toi, en tout cas de profiter de ton existence, d'arriver à être heureux. Voilà, c'est là que le bonheur devient central, parce que finalement, si le devoir n'est plus ce par quoi nous allons pouvoir travailler le sens, il ne reste au fond que le bonheur. C'est-à-dire, mais avec toutes les interrogations sur qu'est-ce que ça peut bien être que le bonheur. Mais voilà, c'est-à-dire, si tu arrives à faire de cette vie pleinement la tienne, à faire ce qui te plaît, à faire ce que tu choisis, ça t'aidera à accepter le temps qui passe, ça t'aidera à accepter la mort. Au fond, c'est la réponse. C'est quelque chose du côté du bonheur. C'est le bonheur qui est posé comme horizon permettant de résister à la conscience de la solitude, à la conscience du temps. Et en même temps, quand je dis qu'on est en milieu de guet, c'est que souvent les mêmes parents qui disent à leur enfant, quand il a, je sais pas, 3, 4, 5 ans, et qui commencent à émerger ces questions-là, qui lui disent l'important dans la vie c'est d'être heureux. C'est tout ce que tu vas faire, c'est pour que plus tard tu puisses choisir, y compris même les études sont présentées comme ça. Pourquoi il faut aller à l'école? Pour pouvoir choisir après ce qui te rendra heureux, pour être libre. Les mots de liberté, de bonheur, de choix sont constants. Comme, au fond, seule parade, seule réponse à cette nécessité du sens. Et en même temps, au moment où l'enfant grandit, la première fois qu'il revient de l'école en disant « chiant l'école, j'ai pas envie d'y aller, je m'ennuie à l'école », les mêmes parents, tout d'un coup, lui disent « ah bah ouais, mais c'est comme ça, hein. Tu crois que je m'amuse, moi, à mon boulot? Bah, c'est ça la vie, hein. » Ce qui est totalement contradictoire et paradoxal. Il faut bien mesurer là l'ampleur du problème. Ça place l'individu dans une situation de double contrainte. Parce que si toute l'existence est centrée autour de la question du devoir, et si réellement il y a un corps social qui parvient, qui est très homogène par rapport à ça, et qui parvient à construire un discours parfaitement cohérent, centré autour de la notion du devoir, mais bien sûr que la plupart des individus s'en acquittent, construisent leur identité autour de le fait d'être dur à la tâche, de bien accomplir son devoir. Et finalement, on est une société assez stable. Et des sociétés comme ça peuvent être stables pendant des siècles, malgré toutes les inégalités, toutes les souffrances qu'une partie de la population endure, mais finalement avec très peu de révoltes, avec très peu d'écart. Bon. Mais si on dit à l'individu, la finalité c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est la liberté, c'est le plaisir. Et qu'en même temps, l'existence telle qu'elle est organisée, c'est-à-dire l'école telle qu'elle est construite, la vie active telle qu'elle est construite, en sont la négation, continue au fond à être sur des logiques de devoir, où on n'est pas là parce que c'est génial, on est là parce qu'il faut y être. Bon. Et puis, il paraît évident que l'épanouissement de l'individu, le véritable épanouissement de l'individu, le fait qu'il trouve énormément de plaisir à ce qu'il fait, c'est la cerise sur le gâteau, mais d'une certaine manière, même c'est une cerise gênante. Bon. Du coup, c'est suffocant. Et alors, c'est pas suffocant que pour les surdoués. Il y a une société qui est en panne à l'échelle d'une société tout entière par rapport à ça. C'est-à-dire que même ceux qui arrivent à se raccrocher quand même au fait que bah oui, c'est important d'avoir des bonnes notes, c'est important de bien faire ses devoirs, même ceux qui arrivent à se construire dans une inscription dans ce récit collectif qui fait que ça donne sens même à l'ennui, oui, savoir s'ennuyer, savoir faire ses exercices même si c'est chiant, ça fait partie de la maturité, etc. Malgré tout, leur adhésion elle est beaucoup plus fragile qu'à d'autres époques, beaucoup plus. Et c'est bien pour ça que le phénomène de dépression, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le bore-out, le brown-out, etc. Enfin, c'est-à-dire le fait de s'ennuyer et de ne pas le supporter à son boulot, ça ne concerne pas que les surdoués. C'est un phénomène beaucoup plus large en termes de santé publique, c'est une catastrophe. Parce qu'en plus, on est doublement en panne, parce que le récit qui est proposé aujourd'hui aux individus, en plus c'est un récit qui non seulement les soutient peu, mal, de manière assez incohérente, mais qui en plus est périssable. Complètement absurde. C'est-à-dire que si on prend si on prend quelqu'un qui était par exemple qui avait un titre prestigieux il y a encore pas si longtemps, il y a 3 générations, un ingénieur, monsieur l'ingénieur. Monsieur l'ingénieur il y a 3 générations, dans une ville par exemple, une petite ville de région, il aurait été vénéré
par son épouse, par ses enfants, et par tout le monde. Enfin, quand il serait allé à la boulangerie, il serait venu acheter le pain en marchant, en sachant qu'il est monsieur l'ingénieur entrant dans la boulangerie. Et que la boulangère l'aurait regardé en lui disant « Oui, tout de suite, monsieur l'ingénieur, votre pain ». Bon. Et ça, tout du long. Le prestige des fonctions sociales était considérable. Aujourd'hui, le gars, il est ingénieur, il sort de l'X. Éventuellement, il était major à l'X, major à Polytechnique. Waouh, super. Ça n'empêche pas ses petites copines et un jour son épouse, quand elles en ont marre de lui, de dire « De toute façon, t'es qu'un pauvre con, je me barre ». Ça n'empêche pas ses enfants, quand ils arrivent à la préadolescence, même avant l'adolescence, de lui faire comprendre par leur regard et parfois de le prononcer. Parce que leur respect pour leur père, qu'est-ce qu'il peut dire comme connerie celui-là, hein, dis donc, on se demande, il a vraiment fait l'X. Bon. Et puis, même dans son boulot, oui, ok, il y a cette période où il est un jeune loup prometteur et on lui tresse les lauriers et c'est grisant et c'est euphorisant et la dynamique et ça. Donc il peut dans une certaine mesure quand même se construire là-dessus et au fond ne pas trop s'interroger sur ce qu'il veut, sur qui il est lui, qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire. Ça peut le soutenir à un moment. Mais en plus même ça, c'est un sablier qui est déjà retourné et les grains coulent parce qu'il sait très bien que dans la plupart des institutions, des entreprises telles qu'elles sont, il va y avoir un moment très brutal d'ailleurs où il va passer en quelques mois de jeune loup ténor, celui que tout le monde courtise, à vieux con qui freine le développement de la boîte et qu'on met au placard. Ou qu'on envoie, voilà, carrément, au bout d'un moment à la retraite. Et là, plus rien. Il attend la mort, grosso modo. Il sert plus à rien, on lui fait comprendre, toute la société lui fait comprendre qu'il ne sert plus à rien. Mais c'est étourdissant. C'est étourdissant parce que si on se construit, si la seule construction de l'individu, la seule construction du sens de son existence, c'est de pouvoir servir le corps social, si le même corps social, au bout d'un moment, dit à cet individu, bon bah, dans les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années, tu sers à rien, c'est l'effondrement total. Donc, à l'échelle de toute une société, c'est un immense problème. Soit on décide, mais c'est on, il n'y a pas de, ce sont des mouvements de grande ampleur, il n'y a pas quelques individus qui décident de ça, mais finalement, soit on en vient à l'idée que le bonheur, la liberté, tout ça sont des chimères, et que le mieux, finalement, c'est une société extrêmement aliénante, et c'est un retour à des sociétés traditionnelles, sauf que même ceux qui déplorent cette évolution sentent bien qu'il y a quelque chose comme un Rubicon qu'on a franchi, et qu'on ne reviendra pas facilement en arrière. D'où le côté dérisoire d'ailleurs de ceux qui veulent rétablir seulement les codes, qui veulent que de nouveau il y ait l'uniforme à l'école, ou que les élèves se lèvent quand le prof entre, tous les codes anciens de l'autorité, mais qui sont plus du tout soutenus par l'ensemble de la représentation que les individus se font d'eux-mêmes. Donc ça devient des codes dérisoires. Et aujourd'hui, il faut admettre que, vraisemblablement, la perte de prestige des fonctions, elle est inévitable. Même le président de la République, le jour où il arrive à l'Élysée, il a déjà quasiment épuisé son crédit. Et ensuite, c'est juste un clown. Hollande, Sarkozy, et puis après-demain Macron, une fois qu'ils quittent leurs fonctions, et même pendant qu'ils les occupent, ne jouiront jamais du crédit, du prestige dont pouvaient bénéficier De Gaulle, et encore Pompidou, et encore Mitterrand. Jamais. Et c'est le pendant de quelque chose qui est dans lequel, par exemple, le féminisme a une part essentielle. Parce qu'après tout, là aussi, finalement, on vient de sociétés dans lesquelles la fonction, le titre, prévalait largement sur l'individu. L'individu, au fond, était l'incarnation d'un titre, et ce titre donnait la valeur, assignait la valeur a priori de tous ses actes et toutes ses paroles. On vient d'une société où il n'y a pas si longtemps, un homme pouvait dire à une femme, à son épouse, si elle se mettait à parler politique, pouvait frapper sur la table et dire enfin, comment ça? Tu n'as pas à parler de politique, ce ne sont pas tes affaires, pas des affaires de femmes. Et où la femme était censée baisser la tête et dire oui, pardon. C'est avant-hier, en termes anthropologiques. On parle de 3 générations. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est rien du tout. Bon. Et la bascule qui s'est faite là, où
les femmes s'autorisent, et heureusement, à prendre leur place, même si c'est pas facile, parce que l'aliénation elle est dans les têtes, mais progressivement, malgré tout, prendre leur place, à dire, et à dire à l'autre, t'as beau être un homme, et puis t'as beau avoir tel titre, quand t'es con, t'es con. Et je goberai pas juste parce que t'es un homme ou parce que tu as tel titre. D'ailleurs, moi aussi, j'en ai maintenant des titres. Et d'ailleurs, je sais qu'ils valent pas grand-chose. Bon. Donc, cette bascule, à bien des égards, elle est non seulement inévitable, mais sans doute très souhaitable. Mais il faut bien voir ce que ça implique. Ce que ça implique, c'est qu'on parvienne, à l'échelle de toute une société, à trouver, à inventer un mode d'organisation sociale, un mode d'organisation de l'école, un mode d'organisation du travail, de la vie, qui replace enfin l'individu au centre, qui permette enfin que le bonheur soit pas simplement un mot, un slogan, réduit à la fin à juste un pouvoir d'achat, à des choses dérisoires, mais qu'effectivement ce soit vraiment le centre de l'organisation sociale. Sinon on obtient la panne dans laquelle on est, où il y a des dépressions à une échelle, dépression, soit carrément des dépressions nerveuses, soit tous les phénomènes qui, sans être une dépression nerveuse, les maladies psychosomatiques, les problèmes de sommeil, etc. Enfin, en termes de santé publique, c'est considérable. Le coût est extrêmement élevé, et il ne concerne pas simplement les surdoués. Alors, là où les surdoués surexposent cette question, c'est que les autres, à mesure que le récit collectif s'effrite, à mesure que le sens tient de moins en moins, et on pourrait analyser là aussi, par exemple dans les couches populaires, la fragilité du rôle de l'ennui comparé au rôle que tenait la souffrance et l'effort il y a un siècle ou deux. Dans une communauté paysanne au XVIIIe siècle, ou même chez les mineurs de fond à la fin du XIXe, ou encore au début du XXe, il y avait un récit très fort qui se construisait autour de la souffrance et du groupe. C'était une épopée. Quand les gars descendaient au fond de la mine, ils descendaient au fond de la mine, ils étaient des héros. Et précisément d'ailleurs le fait que ce soit douloureux, le fait que ce soit très dur, le fait qu'ils allaient avoir chaud et à certains moments froid, qu'ils allaient tomber malades, qu'ils allaient sans doute mourir plus vite que les autres, d'un coup de grisou, d'une maladie, tout ça faisait partie justement de la dimension épique de ce qu'ils étaient en train de vivre, et ils se serraient les coudes, et ils formaient une communauté très soudée. Ils allaient à l'aventure. Grâce à eux, l'ensemble de la France aurait du charbon l'hiver et les enfants ne mourraient pas de froid et pourraient manger de la soupe chaude. Donc ils y allaient, ils étaient les gars de la mine, avec ce qui se construisait là de représentation de leur virilité, ça les soutenait. Aujourd'hui, c'est sûr que le travail est beaucoup moins pénible, mais il est beaucoup plus ennuyeux. Et surtout, les individus ont été atomisés. Chacun est seul face à son ennui, dans son petit carré, là, son petit box, avec son ordinateur, son petit poste de travail, et il est seul face à l'absurdité du temps qui s'écoule, et de l'absurdité souvent même de la tâche qu'il a à effectuer. C'est beaucoup plus fragilisant. Et le récit qui se construit là-dessus, qui est que, bah oui, c'est ça, être un adulte, c'est arriver à accepter que, bah oui, on s'emmerde, mais bon, à la machine à café, on fait des blagues, c'est sympa, et puis c'est la vie, voilà, et puis de toute façon, on s'emmerde aussi dans le couple, on s'emmerde aussi avec les enfants. C'est un récit qui soutient infiniment moins l'individu que les récits des époques précédentes. Paradoxalement, moins le récit soutient l'individu, plus il a tendance à s'y raccrocher. Et à s'y raccrocher de façon désespérée, un peu comme un noyer qui s'accroche d'autant plus à une branche qu'elle est fragile. Donc cet effritement du récit collectif ne donne pas une ouverture plus grande, mais donne au contraire un verrouillage plus grand, très souvent. Et ça fait que celui, principalement le surdoué, si on reprend notre définition de surdoué, si on reprend l'idée que le surdoué c'est pas d'abord une affaire cognitive, mais c'est d'abord une affaire de manque d'adhésion fondamentale à ces récits collectifs qui imposent de se construire autrement. Donc celui qui n'arrive pas à y croire, cet ennui, il n'arrive pas à lui donner de sens du tout, même pas un peu. Finalement, ce qu'il impose aux autres, c'est une remise en cause qu'ils essayent de fuir de toute leur force parce qu'elle les menace. Au fond, ils risquent de précipiter leur chute dans la dépression. Donc il est insupportable. Il y a là un enjeu de violence considérable. Et finalement, la question, pour le surdoué comme pour les autres, c'est pas d'apprendre à en rabattre sur ses ambitions. C'est impossible, ça. C'est face à la mort, face à la conscience du temps, il faut bien sûr quelque chose qui imaginairement soit infini.
Et si cet infini n'est pas dans une fusion fantasmatique, avec toutes les générations qui nous ont précédés, toutes celles qui suivront, avec une loi, un récit collectif qui garantit souvent par une divinité et qui va perdurer, dans lequel juste on vient s'inscrire, si cet infini, il n'est pas là, il faut le réinventer, il faut le trouver. Donc, au fond, ce que les surdoués pointent, c'est un problème politique au sens philosophique du terme, encore une fois, d'organisation générale de la vie et de l'existence humaine, de la société, qui est de beaucoup plus grande ampleur. Et donc, ce surdoué, qui a besoin de bonheur, il n'a pas besoin d'en être soigné de ce besoin. C'est pas ce besoin qui est pathologique. Et toute la question, ça va être effectivement qu'il puisse s'engager dans une réflexion, dans un questionnement, qui lui permette de déboucher non pas à une vision du bonheur préexistante, précisément être heureux, c'est être à la place où on est censé être et y goûter le confort psychique qu'il y a à se sentir totalement déculpabilisé parce qu'on a acquitté sa dette vis-à-vis de la société. Non. Dans ce cas-là, être heureux, c'est une quête éminemment singulière. C'est arriver à trouver qu'est-ce qui fait sens pour lui. C'est arriver à tisser son existence dans un récit. Qu'est-ce qui va faire épopée pour lui? Et ça, ça demande de se libérer de tout un carcan, de tout le poids moral qui fait habituellement considérer que cette demande est par principe illégitime, qu'elle est trop élevée, qu'elle est immorale, qu'elle est égoïste, qu'elle est narcissique, qu'elle est immature, qu'elle est etc. Tout ce par quoi, en général, l'ensemble d'une société, et psy compris, disqualifie une voie qui est finalement beaucoup trop subversive et beaucoup plus dangereuse à une époque où précisément tout est sur le point de s'effondrer, où tout s'effrite.